Les caractères de La Bruyère des ouvrages de l'esprit, 63. La critique souvent n'est pas une science, c'est un métier où il faut plus de santé que d'esprit, plus de travail que de capacité, plus d'habitude que de génie. Si elle vient d'un homme qui ait moins de discernement que de lecture et qu'elle s'exerce sur de certains chapitres, elle corrompt et les lecteurs et l'écrivain. 64. Je conseille à un auteur né copiste et qui a l'extrême modestie de travailler d'après quelqu'un de ne se choisir pour exemplaire que ces sortes d'ouvrages où il entre de l'esprit, de l'imagination ou même de l'érudition. S'il n'atteint pas ces originaux, du moins il en approche et il se fait lire. Il doit au contraire éviter comme un écueil de vouloir imiter ceux qui écrivent par humeur, que le cœur fait parler, à qui il inspire les termes et les figures et qui tirent pour ainsi dire de leurs entrailles tout ce qu'ils expriment sur le papier. Dangereux modèle et tout propre à faire tomber dans le froid, dans le bas et dans le ridicule ceux qui s'ingèrent de les suivre. En effet, je rirais d'un homme qui voudrait sérieusement parler mon ton de voix ou me ressembler de visage. 65. Un homme né chrétien et français se trouve contraint dans la satire. Les grands sujets lui sont défendus. Il les entame quelquefois et se détourne ensuite sur de petites choses qu'il relève par la beauté de son génie et de son style. 66. Il faut éviter le style vain et puéril de peur de ressembler à Dorylas et Handburg. L'on peut au contraire, en une sorte d'écrit, hasarder de certaines expressions, user de termes transposés et qui peignent vivement, et plaindre ceux qui ne sentent pas le plaisir qu'il y a à s'en servir ou à les entendre. 67. Celui qui n'a égard qu'en écrivant qu'au goût de son siècle songe plus à sa personne qu'à ses écrits. Il faut toujours tendre à la perfection, et alors cette justice qui nous est quelquefois refusée par nos contemporains, la postérité sait nous la rendre. 68. Il ne faut point mettre un ridicule où il n'y en a point. C'est se gâter le goût, c'est corrompre son jugement et celui des autres. Mais le ridicule, qui est quelque part, il faut l'y voir, l'en tirer avec grâce et d'une manière qui plaise et qui instruise. 69. Horace ou Despréaux l'a dit avant nous. Je le crois sur votre parole, mais je l'ai dit comme mien. Ne puis-je pas penser après eux une chose vraie et que d'autres encore penseront après moi ? Du mérite personnel. 1. Qui peut, avec les plus rares talents et le plus excellent mérite, n'être pas convaincu de son inutilité quand il considère qu'il laisse en mourant un monde qui ne se sent pas de sa perte et où tant de gens se trouvent pour le remplacer ? 2. De bien des gens, il n'y a que le nom qui vale quelque chose. Quand vous les voyez de fort près, c'est moins que rien. De loin, ils imposent. 3. Tout persuadé que je suis que ceux que l'on choisit pour de différents emplois, chacun selon son génie et sa profession, font bien, je me hasarde de dire qu'il se peut faire qu'il y ait au monde plusieurs personnes, connues ou inconnues, que l'on n'emploie pas et qui feraient très bien. Et je suis induit à ce sentiment par le merveilleux succès de certaines gens que le hasard seul a placés et de qui jusqu'alors on n'avait pas attendu de fort grandes choses. Combien d'hommes admirables et qui avaient de très beaux génies sont morts sans qu'on en ait parlé ? Combien vivent encore dont on ne parle point et dont on ne parlera jamais ? 4. Quelle horrible peine à un homme qui est sans preneur et sans cabale et qui n'est engagé dans aucun corps, mais qui est seul et qui n'a que beaucoup de mérite pour toute recommandation de se faire jour à travers l'obscurité où il se trouve et de venir au niveau d'un fa qui est en crédit. 5. Personne presque ne s'avise de lui-même du mérite d'un autre. Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner les autres. De là vient qu'avec un grand mérite et une grande modestie, l'on peut être longtemps ignoré. 6. Le génie et les grands talents manquent souvent, quelquefois aussi les seules occasions. Tels peuvent être loués de ce qu'ils ont fait et tels de ce qu'ils auraient fait. 7.
Il est moins rare de trouver de l'esprit que des gens qui se servent du leur ou qui fassent valoir celui des autres et le mettent à quelque usage. 8. Il y a plus d'outils que d'ouvriers, et de ces derniers plus de mauvais que d'excellents. Que pensez-vous de celui qui veut scier avec un rabot et qui prend sa scie pour raboter ? 9. Il n'y a point au monde un si pénible métier que celui de se faire un grand nom. La vie s'achève que l'on a à peine ébauché son ouvrage. 10. Que faire des gésipes qui demandent un emploi ? Le mettra-t-on dans les finances ou dans les troupes ? Cela est indifférent. Et il faut que ce soit l'intérêt seul qui en décide, car il est aussi capable de manier de l'argent ou de dresser des comptes que de porter les armes. Il est propre à tout, disent ses amis, ce qui signifie toujours qu'il n'a pas plus de talent pour une chose que pour une autre, ou en d'autres termes, qu'il n'est propre à rien. Ainsi, la plupart des hommes occupés d'eux seuls dans leur jeunesse, corrompus par la paresse ou par le plaisir, croient faussement dans un âge plus avancé qu'il leur suffit d'être inutiles ou dans l'indigence afin que la République soit engagée à les placer ou à les secourir. Et ils profitent rarement de cette leçon si importante que les hommes devraient employer les premières années de leur vie à devenir tels par leurs études et par leur travail que la République elle-même eut besoin de leur industrie et de leur lumière, qu'ils fussent comme une pièce nécessaire à tout son édifice et qu'elle se trouvât portée par ses propres avantages à faire leur fortune ou à l'embellir. Nous devons travailler à nous rendre très dignes de quelque emploi. Les restes ne nous regardent point, c'est l'affaire des autres. 11. Se faire valoir par des choses qui ne dépendent point des autres, mais de soi seul, ou renoncer à se faire valoir, maxime inestimable, est une ressource infinie dans la pratique, utile aux faibles, aux vertueux, à ceux qui ont de l'esprit, qu'elle rend maître de leur fortune ou de leur repos. Pernicieuse pour les grands qui diminueraient leur cour, ou plutôt le nombre de leurs esclaves, qui feraient tomber leur morgue avec une partie de leur autorité et les réduiraient presque à leurs entremets et à leurs équipages, qui les priverait du plaisir qu'ils sentent à se faire prier, presser, solliciter, à faire attendre ou à refuser, à promettre ou à ne pas donner, qui les traverserait dans le goût qu'ils ont quelquefois à mettre les sots en vue et à anéantir le mérite quand il leur arrive de le discerner, qui bannirait des cours les brigues, les cabales, les mauvais offices, la bassesse, la flatterie, la fourberie, qui ferait d'une cour orageuse pleine de mouvements et d'intrigues comme une pièce comique ou même tragique, dont les sages ne seraient que les spectateurs, qui remettrait de la dignité dans les différentes conditions des hommes, de la sérénité sur leur visage, qui étendrait leur liberté, qui réveillerait en eux, avec les talents naturels, l'habitude du travail et de l'exercice, qui les exciterait à l'émulation, au désir de la gloire, à l'amour de la vertu, qui au lieu de courtisans vils, inquiets, inutiles, souvent onéreux à la République, en ferait ou de sages économes ou d'excellents pères de famille, ou des juges intègres ou de bons officiers ou de grands capitaines ou des orateurs et des philosophes, et qui ne leur attirerait à tous nul autre inconvénient que celui peut-être de laisser à leurs héritiers moins de trésors que de bons exemples.